Salut les pistonnés. Et oui, on a rendez-vous comme chaque mercredi. Enfin, normalement, c'est tous les week-ends, enfin tous les mercredis après chaque week-end de Grand Prix. Mais on va vous proposer, alors que nous sommes à J-2, bien sûr, du début du week-end du Grand Prix de France, on voulait vous proposer un nouveau numéro hors série pour évoquer justement le lien entre la France et la Formule 1, pour évoquer bien sûr le circuit du Paul Ricard au Castellet, bref, pour parler de France et de sport automobile un petit peu. Avec nous aujourd'hui les habituels pistonnés, vous les connaissez désormais, l'imitateur, chroniqueur, journaliste Brice Germain. Salut Brice. Salut à tous, comme Hamza n'est pas là, je vais essayer de le remplacer en l'imitant un petit peu. Valtteri Bottas ne gagnera pas ce Grand Prix de France. S'il gagne, gros, qu'est-ce que je vais rire. Mais dis-moi. Non, c'est bon. Non, je suis ravi d'être là pour parler un peu du GP de France. Ça fait plaisir qu'il soit de retour sur le calendrier et on espère qu'il sera encore mieux que l'année dernière en termes de spectacle. Et puis vous l'avez reconnu juste à côté, Monsieur Despiello F1, Pierrot Valette avec nous cette semaine encore. Salut Manu, salut à tous. Ouais, moi je suis content de parler du Grand Prix de France parce que même si l'année dernière ça a été un petit peu compliqué, cette année j'espère que ce sera bien mieux et qu'on arrivera à avoir ce Grand Prix de France ancré dans le championnat du monde de Formule 1 pour les années à venir. Tu nous gratifies d'ailleurs de ta présence parce que le train là, l'avion, parce que toi tu pars en jet. Non, alors non, je prends le train. C'est quand le départ pour le Grand Prix de France? Normalement je devrais être déjà parti à l'heure actuelle, mais non, effectivement je vais partir très très vite pour aller au Grand Prix de France en train, encore une fois. On va limiter l'impact écologique comme d'habitude, puisque pendant le Grand Prix je pense qu'on va pas mal carburer. Rappelle-nous un petit peu, tu auras un rôle pendant ce Grand Prix de Formule 1. Alors effectivement, j'aurai la chance de commenter le Grand Prix de France électronique, qui est donc une compétition de sim racing qui va se dérouler sur le jeu F1 2018 et qui va aussi se dérouler sur l'ensemble du week-end, du jeudi jusqu'au dimanche. Et il y aura donc un stream qui sera retransmis sur la page Facebook du Grand Prix de France de Formule 1. Donc je la commenterai avec mon ami Hydro pour voir les 3 vainqueurs qui auront des super lots, un test en Formule 4 et puis 3 tests aussi en simulateur pour ces pilotes-là. Donc ça peut être une super belle expérience et une super belle compétition. On espère. Normalement, il va y avoir pas mal de monde. Il va y avoir des bons sim-racers. Donc, on va avoir du gros spectacle. Ouais. Amoureux, bien sûr, de Despiello et de Despiello F1, sa chaîne. N'hésitez pas, bien sûr, à aller le voir. Donc, sur le Grand Prix de France. Et puis aujourd'hui, on fait un truc un peu historique pour les pistonnés. Notre premier invité en plateau pour évoquer justement ce Grand Prix de France, Pierre Guyonnet Dupéra, responsable média du Grand Prix de France, ex-délégué média adjoint de la FIA. Proche aussi de Monsieur Jean Todt, on peut le dire. Bonjour Pierre, merci en tout cas de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis très content de faire cette émission avec vous. J'aurai le plaisir de te revoir. Bah oui, on va se recroiser sur le circuit. J'ai retardé mon départ un petit peu pour venir dans votre émission, mais je partirai, peut-être qu'on partira ensemble. On sait jamais. Ça va, hein. Nous on n'y va pas là. Dis rien, s'il te plaît. L'émission s'appelle Les Pistonnés. Mais pour une fois, on n'a pas été tant pistonné que ça. Il n'y a que Pierre qui ira bien sûr dans ce Grand Prix de France, mais l'année prochaine, promis, on sera tous de la partie. Juste pour commencer cette émission, vous en avez pris l'habitude, le traditionnel tour de table. Je voulais vous demander à tous les trois quel est le Grand Prix de France, l'édition qui a marqué pour vous vos mémoires et votre amour pour ce sport auto. Moi, ce sera 2008. Oh purée, Pierrot, t'es insupportable. 2008 parce que c'est mon tout premier Grand Prix. Le premier Grand Prix que je suis allé voir. J'étais fan de Ferrari. Les 2 Ferrari étaient sur la première ligne. Et Raikkonen a été, comme à son habitude, un énorme chat noir puisqu'il a eu son échappement qui s'est endommagé pendant la course. Et il a tout de même fini la course avec un moteur qui avait 70 chevaux de moins. Deuxième, et il laisse Felipe Massa premier. C'était une belle course. Il y a un autre Rouli qui était 3e également. Une Renault en perdition. Alonso en perdition, j'étais ravi à ce moment-là. Non, c'est un Grand Prix qui m'a marqué parce que c'est la première chose que j'ai vue en Formule 1 de mes yeux, quoi. C'était très beau. Pierrot? Moi, ça sera le Grand Prix de France 2004, puisque comme Brice, ça a été mon premier Grand Prix, ma première expérience sur un circuit de Formule 1. C'était encore l'époque des V10, donc quand on est jeune, ça faisait du bruit. Tu mettais les bouchons ou pas? Ah ouais, non, obligatoire. Jamais ça, clairement. T'es un puriste, tu fais pas ça. Alors, avec les V8, autant du temps en 2008, quand il y avait les V8, tu peux supporter 2-3 tours, mais avec le V10, tu supportes jamais. Et ouais, c'est ça qui m'a piqué encore plus au vif de voir ces V10. On voit ces voitures qui sont beaucoup plus petites qu'on ne le pense et qui en fait dégagent tellement de choses. Ça fait trembler la tribune, les entrailles de ton corps. Enfin, c'est absolument incroyable. Et puis il y avait encore Fernando Alonso, Michael Schumacher, Flavio Briatore. Il y avait plein de monde. Donc, et ses lunettes bleues. Et ses lunettes bleues, et sa chemise bleue aussi. Donc mon premier gros souvenir du Grand Prix de France, c'est 2004 Grand Prix de France à Manicourt.
parcours. Pierre, on l'a dit, tu as travaillé à la FIA. J'imagine que tu dois avoir des beaux souvenirs du Grand Prix de France aussi. Bah, particulièrement l'année dernière, mais moi c'est surtout cette édition-là qui m'a marqué. Voir les drapeaux français dans les tribunes, voir la patrouille de France, entendre la Marseillaise, c'était quelque chose qui était quand même vachement... En termes d'émotion, c'était assez incroyable. J'ai pas eu la chance de faire d'autres Grands Prix de France avant, donc je dirais que cette édition m'a particulièrement marqué. Juste pour ses côtés d'émotion. Ouais. Surtout après 10 ans d'absence. Il y avait une vraie émotion l'année dernière oui, au moment de lancer cette course. Revoir ces drapeaux français, comme l'a dit Pierre, c'est vrai que c'était quelque chose de très particulier. Il n'y avait eu qu'une seule année du championnat du monde de Formule 1 où il n'y avait pas eu de Grand Prix de France, c'était en 55. Et on a eu 10 ans de trous. Ça veut quand même dire... Cartebi, on va en parler. Cartebi, on va en parler. Moi, je voulais quand même évoquer mon Grand Prix de France préféré. C'est bien évidemment Dijon 79, parce que j'ai l'air jeune, les amis. Non, je rigole. non, mais tu vois, pour prendre le contre-pied de ce que tu disais, moi, c'était le Grand Prix de France 2006, victoire de Fernando Alonso. Ah, bien joué. Et c'était une émotion particulière. Allez, tout de suite, les amis, on lance le premier débat de cette émission. Le Grand Prix de France et sa carte d'identité, s'il vous plaît, chers amis. Bien sûr, le Grand Prix de France qui fait étape à nouveau en 2019, au Castellet. On rappellera qu'il y avait une première ère entre 71 et 90, sous l'impulsion de monsieur Paul Ricard, que vous connaissez sans doute pour passer de sacrées bonnes soirées le week-end notamment. Le retour aussi également au calendrier en 2018 après 10 ans d'absence. Et quelques statistiques assez intéressantes qui nous viennent bien sûr de la précédente édition. Deuxième Grand Prix européen le plus spectaculaire en 2018 avec 48 dépassements et l'intervention de 2 safety cars. Et puis aussi en termes de vitesse maximum, le 4e Grand Prix du calendrier. Et on peut dire merci notamment bien sûr à cette grande ligne droite du Mistral qui sera déjà, à mon avis, peut-être un haut lieu de dépassement ce week-end. On peut le dire, il y avait du scepticisme autour de cette édition 2018 avant qu'elle ait lieu, bien sûr, chez les pilotes. On se rappelle des propos de Lewis Hamilton, notamment dans l'équipe. Et finalement, tout le monde a été convaincu par ce tracé. Daniel Ricciardo, par exemple, qui nous disait ceci en évoquant le côté fun de ce tracé. J'ai sûrement pris plus de plaisir que ce que j'imaginais. Le tracé est très fun, c'est très ouvert. Et on a eu aussi l'autre son de cloche, celui de Sébastien Vettel. Un circuit difficile, technique, très exigeant. Seuls les grands pilotes peuvent faire la différence au Castellet. Alors la question que j'ai envie de vous poser, bien sûr, à vous trois, est-ce que le Castellet est devenu déjà un incontournable du calendrier F1 2019 ? C'est un historique. Donc, quelque part, le fait qu'il revienne, il a déjà une aura particulière aux yeux des puristes de la Formule 1. C'est un circuit qui est, comme l'a dit Vettel, qui est très exigeant. Bon, aussi pour lui, parce que visiblement, il n'a pas réussi à avoir ce niveau d'exigence-là au premier virage. Mais non, c'est un beau lieu de la Formule 1. C'est une enceinte qui est très bien aménagée au niveau infrastructure. Et puis, c'est un tracé qui est vraiment très kiffant en fait, à réaliser. Il y a de la ligne droite, il y a des virages rapides, un secteur très lent. Enfin, c'est un circuit d'école. Oui, c'est un circuit d'école qui est pas forcément déjà un incontournable, parce que on sait très bien qu'avec la F1 moderne, les circuits vont et viennent, mais c'est déjà en tout cas une réussite en termes de course l'année dernière. Moi, je vais prendre un peu le contre-pied parce que je suis obligé, mais en même temps, mon père est originaire de la Nièvre, donc forcément, moi, c'est plutôt Manicourt que le Castellet, même si j'adore la région parce qu'elle est vraiment très très belle. En revanche, moi, je suis d'accord avec les pilotes, puisque effectivement c'est un circuit qui est extrêmement technique, qui est très très fun à conduire, mais c'est un circuit qui depuis sa rénovation dans le début des années 2000 est un circuit de test et pas forcément un circuit fait pour le spectacle comme l'a été conçu finalement Manicourt, puisque Manicourt a été vraiment conçu pour accueillir la Formule 1 et des spectateurs, ce qui a été un des gros challenges finalement de l'équipe organisatrice du Grand Prix de France, de pouvoir faire venir et tenir des milliers et des milliers de spectateurs sur le circuit, parce qu'à la base, on a pas mal de buts, on va dire, et puis il n'y a pas vraiment de tribune. Donc, pour moi, sur l'aspect piste, on va dire, oui, c'est génial pour faire des tests pour les pilotes, pour les mettre à l'épreuve eux. Mais en termes de spectacle, heureusement qu'il y a la chicane de la ligne droite du Mistral, parce que s'il n'y a pas cette chicane-là, en termes de dépassement, c'est un peu juste. Heureusement que Vettel loupe son freinage au premier virage pour emboutir le pauvre Valtteri Bottas, et derrière, on a quand même une belle course. Mais
On va voir ce que ça va donner cette année. J'ai hâte de voir justement si ça va confirmer finalement le beau spectacle quand même qu'on a eu en piste l'année dernière. Pierre, la question elle sera double parce que d'un côté il y a cette casquette bien sûr d'organisateur du Grand Prix de France. Alors j'ai envie de te poser la question, quels sont les atouts du circuit du Castellet, que ce soit le tracé et bien sûr l'environnement, parce que c'est très important. Mais la deuxième question, c'est tu as été aussi proche des pilotes, en contact avec les directeurs d'écurie. Quel a été le ressenti sur cette édition 2018 ? Concernant le circuit, je suis assez d'accord avec Brice. En fait, je trouve qu'il a vraiment une vraie identité. Il est assez unique au monde. Il y a un côté historique, même s'il est revenu en fait dans le calendrier. On a l'impression qu'il a toujours été là depuis très longtemps. Et puis avec toutes ces lignes bleues, rouges, etc. Je trouve qu'il a vraiment une vraie identité en termes de pilotage aussi. Là, je rejoins aussi Pierre-Olivier, c'est que cette chicane a créé beaucoup de dépassements. Donc, comme tu le disais au début, c'est 48 dépassements l'année dernière. Tu as 2 zones DRS, tu as donc pour rappeler, une dans la ligne droite, devant la ligne droite des stands et une avant la chicane. Tu as des grandes courbes. Je trouve que ce circuit, il est assez complet. Aujourd'hui, cette configuration, c'est celle-ci. Il faut savoir que le circuit du Paul Ricard du Castellet, je crois qu'en termes de configuration possible de piste, c'est plus de 240 configurations. 247, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Ce qui pose un problème pour les pilotes d'ailleurs, qui disent que parfois on a du mal à lire, on va dire, le marquage. Je me demande d'ailleurs si en essai libre, ils ne se sont pas trompés. Si Vettel s'était trompé en essai libre, il arrive à la chicane, c'est quelle route qu'il faut prendre déjà. Je me souviens plus. Donc il y a toujours ce petit détail-là, mais bon, c'est le tracé qui est comme ça. Je ne sais pas si on peut avoir les blue lines là, qu'il y a là, mais par exemple, beaucoup de monde pensait que le Paul Ricard avait copié Abu Dhabi, alors qu'en fait c'est l'inverse. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que ça y est depuis 2009. Depuis 2009. Non, Non, que ça. bien avant. C'est depuis les années 2000. Hein, le circuit. En 2008, il me semble, ça a été déjà là. Et c'est le même, c'était celui qui était président du Paul Ricard à l'époque, qui est allé aider au design de Abu Dhabi et qui a amené cette qualité d'infrastructure. Donc ça a été une référence, même à l'époque où il n'y avait pas de GP de France. Et cette piste est vraiment un authentique de la Formule 1. Et je suis assez d'accord avec toi. Justement, moi, je vois des similitudes en fait avec Abu Dhabi. Mais là, je le trouve beaucoup plus identitaire. Abu Dhabi, voilà, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais on est un peu dans l'artificiel. Oui. On peut le dire carrément, c'est l'artificiel. Voilà, c'est de l'artificiel ici. Il y a une vraie identité. Il y a un peu d'âme. Officiel, c'est ça, non? Là, il y a des pins parasols au moins. Grave. Non, et puis le retour, en tout cas, je n'ai pas la prétention d'avoir parlé avec tous les pilotes et tous les teams principaux là, du circuit, mais en tout cas, les retours qu'on a pu avoir, c'est que pour eux, ça a été un vrai plaisir de revenir ici. C'est un circuit qu'ils apprécient particulièrement par rapport à toutes ces configurations et notamment, comme tu le disais, pour les tests. Il y a des tests récurrents au circuit Paul Ricard. Aujourd'hui, on connaît la situation un peu difficile de l'Espagne. Peut-être que ça pourrait être une bonne opportunité pour amener les tests F1 à Barcelone. J'ai pas plus d'infos malheureusement sur ce sujet-là. J'aimerais en avoir, mais j'aimerais en avoir parce que j'aimerais vraiment qu'on ait plus de présence, en tout cas en France et sur ce circuit-là, de F1 et notamment pendant les tests. Et puis pour le confort des pilotes, géographiquement, le Castellet, c'est le bonheur pour eux parce qu'en fait, ils rentrent le soir à Monaco, où ils habitent tous en hélico. Alors eux n'ont pas les problèmes de bouchons qu'ont pu avoir les gens pour venir. Mais Bottas a été pris dans les bouchons l'année dernière. C'est vrai. Comment il a fait? Vous irez voir sur Attends, Il n'a pas d'hélico. Il n'a pas d'hélico. C'est ouf. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en 1h30, en fait, ils rallient leur domicile et ils sont pas à l'hôtel, ils sont chez eux. Et pour le coup, l'intégralité de la grille via Monaco, c'est plus facile pour eux, quasiment. Ils sont pas tous à Monaco. Pas tous à Monaco. Attention. Quand tu vois Ricardo Massa, mais je suis d'accord avec toi, t'en as beaucoup, mais ils sont pas tous à Monaco. Mais effectivement, c'est un lieu qui est quand même bien placé, même en termes européens. En plus, je veux dire, tout est à 1 heure d'avion, ou encore moins en hélicoptère, en fonction. Je sais pas, Romain Grosjean qui habite en Suisse. 1h30. 1h30. Voilà. Mais alors, pour revenir aussi sur la situation géographique, c'est quand même vachement bien par rapport à Manicourt. Et alors là, bon, malheureusement, c'est pas la même. Je peux rien, mais tu sors du circuit, tu peux aller te faire une petite baignade à la Ciotat, sauf qu'à Manicourt, à part faire une baignade dans la Loire, c'est un peu plus compliqué. Faut faire un foot dans les champs. Ça avait été critiqué à l'époque. Est-ce que c'est ça qui avait fait que la F1 avait quitté, alors pas la France, mais Manicourt à l'époque, c'est que les pilotes ont leur mot à dire quelque part sur cet environnement autour du circuit? Non, moi je suis pas persuadé qu'ils aient leur mot à dire. C'est des discussions qui sont ailleurs. Mais en tout cas, je pense que les pilotes ont leur mot à dire sur le tracé, ont leur mot à dire sur ce qu'ils ressentent par rapport à la piste, par rapport au tracé.
mais c'est des professionnels. Je pense que qu'il y ait rien autour ou quelque chose à côté. Je veux dire, il y a des circuits, on part à Bahreïn, on part à Shanghai, on part à l'époque à Séoul. Voilà, il y a rien autour. Et cependant, ça n'empêchait pas qu'ils étaient là uniquement pour la course. Mais effectivement, un circuit bien placé, un circuit avec des activités autour, ça a tout de suite beaucoup plus d'intérêt, en tout cas pour les spectateurs, pour les fans, pour l'écosystème autour, la région, etc. Après, il y avait deux problèmes. C'est-à-dire que Bahreïn, je suis d'accord, autour, c'est du désert. À part se faire un coup de 4x4, globalement, il n'y a pas grand-chose. Mais ils ont le pognon. Alors que Manicourt, sans apporter l'argent qu'il fallait, derrière, c'était pas la sexitude du lieu qui pouvait jouer en leur faveur. Et là, maintenant, le Grand Prix de France a au moins ça pour lui, c'est qu'il a ce côté Côte d'Azur qui va forcément plaire en fait, au monde entier pour attirer des fans et aussi les pilotes. Donc c'est tout bénef. Ouais. Si on vient au sport et au tracé, au ressenti pilote tel qu'on l'a vu tout à l'heure dans les différents habillages, le fait que par exemple Éric Bouillet ait rejoint le comité d'organisation, est-ce qu'il y a une volonté quelque part d'avoir quelqu'un qui a l'habitude de côtoyer les pilotes, de quelqu'un qui peut tendre l'oreille, écouter aussi ce que disent les pilotes et aviser, on va dire, en fonction d'eux? Non, l'arrivée d'Éric Bouillet dans l'équipe, c'est vraiment c'est super, c'est une vraie plus-value. D'abord parce que c'est quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans le paddock. Et ça quoi qu'on le dise, cette expérience, elle est inestimable. Et puis sa connaissance du milieu, ses rapports avec les pilotes, ses rapports avec d'autres teams principales avec qui il a pu créer des amitiés, etc. En fait, c'est une barrière en moins. Ouais. Et donc c'est un retour d'expérience très rapide et ça permet de faire avancer les choses ou en tout cas d'avoir une écoute attentive, de récupérer de la donnée, de récupérer des ressentis pour qu'on essaye d'améliorer au mieux, en tout cas du point de vue team, pilote et puis même Liberty Media. Eric est en contact permanent avec eux, comme nous aussi, mais lui il l'est davantage. Donc, je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir Éric Bouillet justement. Je trouve que c'est vraiment très très important de le souligner. C'est ça parce qu'il nous regarde, Eric. Non, pas du tout. Même pas. Vraiment pas. Eric m'a confirmé qu'il nous regarderait. Alors, en tout cas, franchement, je dis pas ça pour faire de la lèche ou pour être pistonné, mais je trouve que justement, par rapport à d'autres grands prix qui sont dans le monde, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a justement énormément d'expérience, qui connaît très bien le milieu et qui permet aussi de faire en sorte que ça se passe bien et qu'on puisse faire aussi pas mal de choses sur notre Grand Prix national. Et ça, c'est à souligner. Donc, c'est vraiment une super bonne chose que Éric Bouillet soit là. Il y a une vraie volonté de renforcer ce qui a été initié l'année dernière. Il y a un retour sur expérience sur les différentes problématiques qu'il y a pu y avoir. Et on va en parler. Oui, mais je dis juste. Non, mais je le dis aux gens qui n'ont. Et l'arrivée d'Éric Bouillet, c'est vrai que ça va faire en fait ce lien entre une organisation qui va débarquer sur un Grand Prix de France où pendant 10 ans il n'y a rien eu, donc il faut tout remettre en place et il faut avoir cette expérience-là. Bouillet va arriver et faire ce lien en fait avec ce monde de la Formule 1 qui s'est éloigné de la France et cette organisation qui veut à tout prix en fait redevenir incontournable aux yeux du monde de la Formule 1 et c'est une très bonne chose de l'avoir dans l'équipe pour faire ce lien-là justement. Dernière question Pierre pour fermer ce débat et après on terminera aussi sur un dernier tour de table, mais est-ce que c'est un rendez-vous vraiment attendu de la part des acteurs de la Formule 1? Ah oui, ça, déjà historiquement, on en reparlera je pense un peu plus tard, mais historiquement la France pour la plupart des gens du paddock, à l'époque en tout cas ce que j'ai pu entendre c'est que ça a toujours été dans ces dates-là, fin juin. Et il y avait traditionnellement, ça marquait vraiment dans leur esprit, sans côté péjoratif, mais le début des vacances. La France, je vois que tu rigoles. C'est vrai, oui. Mais c'est vrai parce que ce souvenir-là, en fait. Il prenait un vrai plaisir à venir au Grand Prix de France parce que après ça, en fait, si tu veux, le shutdown n'était pas au même moment. Donc le shutdown, maintenant, c'est après la trêve estivale. La trêve estivale après la Hongrie jusqu'à Spa. C'était vraiment pour eux un super Grand Prix et ça marquait donc le début des vacances. La France a toujours eu une place importante dans le sport automobile. National, mondial et en tout cas c'est un vrai plaisir pour eux de revenir et comme on le rappelait tout à l'heure et comme tu le disais si bien, French Riviera, c'est quand même une des régions les plus visitées du monde. Après Paris, qui est la capitale la plus visitée du monde, la région sud, c'est la deuxième zone la plus visitée en France. Ça doit se tirer un petit peu la bourre avec les châteaux de la Loire. Et, avec Nevers, terrible. Avec Nevers. Mais ouais, c'est assez attendu, effectivement. Dernier tour de table, les amis. Vous êtes comme sur votre application Uber, peut mieux faire, parfait, parfaitement satisfait, très décevant. On ne parle pas bien évidemment de l'expérience encore spectateur, ça sera dans la dernière partie. On reviendra notamment sur ce qui s'est passé l'an dernier. Est-ce que ce Grand Prix de France
ce Grand Prix, surtout Paul Ricard au Castellet, est incontournable aujourd'hui au calendrier F1 2010. D'un point de vue sportif, je dirais peut mieux faire parce que il y a encore, c'est le premier Grand Prix qu'on a eu l'année Ouais, dernière. bien sûr. On peut toujours mieux faire, je pense, mais un bon petit peu mieux faire parce qu'on a déjà eu pas mal de spectacles l'année dernière. Des encouragements du conseil Ah de oui, ouais. classe. Encouragement du conseil. Encouragement aussi, parce que j'ai vu une belle course l'année dernière, mais je garde en tête le fait que s'il n'y a pas cet accrochage Vettel-Bottas, C'est ça. on a peut-être une course où on s'ennuie vraiment beaucoup. Donc, je dis encouragement parce que voilà, il y a un peu ce fait de course-là qui masque un peu une possibilité de course ennuyeuse. C'est ça. À voir cette année, mais Ça va être les pneus qui vont être décisifs en fait. ouais. Clairement, ça va être les pneus. J'espère que les pneus permettront de faire 2-3 arrêts au stand. Bon, même si là, c'est du rêve absolu, mais. Ouais, t'es dans l'utopie là, je sais pas. Mais j'espère qu'on aura plusieurs stratégies, ou en tout cas, si la course, il n'y a pas énormément de d'espacement, j'espère qu'on aura une belle course à la stratégie, parce que là, ça peut être vraiment super intéressant. Pierre, c'est la meilleure course du monde. Non, mais bien sûr, Non, mais non. je vais être un peu plus sincère. Je vais essayer de pas trop répondre avec ma casquette Grand Prix de France. Non, je dirais aussi encouragement, c'est-à-dire qu'il faut toujours que ça soit mieux et il faut que l'édition qu'il y aura dans 2 ans, elle soit encore mieux que l'édition de l'année prochaine. Et effectivement, sur le plan sportif, il faut que ça. Il va se passer des choses, il faut que ça se passe mieux. On a la chance aujourd'hui d'avoir Pierre Gasly. Moi, j'ai un rêve, on a Pierre Gasly qui est chez Red Bull, qui est une voiture qui peut gagner. Aujourd'hui, on ne l'avait pas. L'année dernière, on ne l'avait pas. Entendre la Marseillaise sur le podium cette année ou l'année prochaine, mais particulièrement cette année, ça serait franchement super incroyable. Donc, effectivement, encouragement. Voilà. Ouais. Ne boudons pas notre plaisir. Moi, je suis un petit peu plus vieux que nos deux amis. C'est vrai qu'on a attendu 10 ans pour qu'il revienne ce Grand Prix de France. Alors, en effet, il y a eu quelques couacs et on va en discuter, bien sûr, l'année dernière dans l'expérience spectateur. Mais bon, on est content d'avoir ce Grand Prix de France et on a envie forcément de le pousser et de l'encourager. On a parlé du Castellet. Le Castellet, c'est un lieu d'histoire. La France fait partie de l'histoire justement de la Formule 1. On va tout de suite rentrer dans un focus, un décryptage pour évoquer cette histoire d'amour entre la F1 et la France. La France et la F1, regardez un petit peu cette historique justement, si vous êtes jeune, il y a sans doute beaucoup de choses que vous avez oubliées. Nous, on a essayé de segmenter en 4 parties, on va le dire. 50-78, le temps des pionniers et comment la France a participé justement à l'éclosion aussi également de cette discipline qu'est la Formule 1. 79-96, l'âge d'or, Renault, Elf, Matra c'était un petit peu plus tôt, mais Ligier, Alain Prost, voilà, en tout cas les grands champions et les grandes écuries françaises. 97-2010, la traversée du désert, plus de Grands Prix sur une certaine période, plus de pilotes français aussi également alignés sur la grille après le retrait de Jean Alesi. Et puis 2011-2018, le renouveau avec de nouvelles têtes, de nouveaux pilotes et surtout le retour depuis l'an dernier bien sûr du Grand Prix de France. Je voulais vous montrer un peu ce petit panel des grandes personnalités justement de la Formule 1 qui ont marqué l'histoire de la Formule 1. On en a sans doute oublié. Éric Bouillet d'ailleurs n'y est pas, mais aurait mérité d'y être. On a forcément Jean-Marie Balestre, garçon qui clive dans l'histoire de la Formule 1. On a les constructeurs, Renault, on a les pétroliers comme Elf, on a Jean-Luc Lagardère, Matra, on a notre ami Paul Ricard, excusez-moi, qui n'est pas bien sûr que l'ami de vos samedis soirs, mais aussi un grand ami de la Formule 1. On a Guy Ligier, on a Gérard Larousse qui avait dirigé bien sûr Renault, Alain Prost, Jean Todt que tu as côtoyé. Pierre, tiens, parle-nous de Jean Todt un petit peu. Qui est Jean Todt? Mais Jean Todt, c'est Le président de la F1. Je le sais, le big président de la je sais, F1. mais il y a peut-être des jeunes qui nous regardent. Qui est Jean Todt? Toi qui l'as côtoyé de près. Comment il est, Jean Todt? C'est quoi le secret du succès de cet homme-là? Le secret du succès de Jean Todt, je vais rien inventer. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens avant moi qui en parlaient et il y en aura d'autres après moi qui en parleront. C'est de la rigueur, de l'exigence, de l'intensité de travail et le sens du détail. Et le succès qu'il a eu chez Ferrari avec Michael Schumacher, toutes ces qualités réunies ont fait qu'il a eu ces succès-là. Et surtout, Jean Todt fait confiance à ses équipes, donc il le dit lui-même très régulièrement. J'ai eu la chance de coordonner un peu sa presse et donc dans ce qu'il disait souvent à la presse, et je suis assez d'accord, complètement d'accord avec lui, c'est qu'il sait bien s'entourer. Et donc voilà, après c'est une personne incontournable dans le milieu du sport automobile mondial et on a la chance qu'il soit français. Et aujourd'hui, en espérant que voilà, c'est son dernier mandat à la FIA, d'ici 2-3 ans, j'ai pas la date exacte, on devrait avoir une nouvelle possible. Enfin, il y aura forcément un nouveau président de la FIA et je croise les doigts pour qu'il soit français.
Après, pour dire qui se présentera, ça, j'ai aucune idée, mais voilà. Faut savoir aussi sur Jean Todt, c'est quelqu'un qui aussi écoute beaucoup, parce que pour qu'une équipe puisse travailler aussi bien que ça a été le cas par exemple chez Ferrari ou même chez Peugeot à l'époque, faut quelqu'un qui sache prendre des décisions, mais qui sache aussi bien écouter tout le monde dans l'équipe pour pouvoir prendre la meilleure décision, et c'est ça aussi qui fait sa réussite, je pense. Il l'a fait avec Lauda notamment, quand il arrive à la tête de Ferrari, on sait que Lauda a eu un rôle important. Les personnalités, tiens, si on pouvait juste revoir le panel, j'ai oublié de citer Jean-Pierre Beltoise et que je m'explique pourquoi il a été là, parce que c'est Monsieur Sécurité, que ça a été un consultant important, ça a été un garçon très important aussi dans la construction du Castellet, puisqu'il avait accompagné toutes les équipes justement autour de cette création du circuit Paul Ricard. Tous les deux, le personnage dans ce panel, ou peut-être quelqu'un qu'on aurait pu oublier qui retient particulièrement votre attention? Je pense qu'on n'a pas vu Maurice Trintignant. Oui, c'est vrai, Maurice Trintignant. Pas de bêtises. Premier vainqueur en Grand Prix en Formule 1, donc c'est pas rien, dont le fils doit être qui était acteur et qui a joué notamment dans Grand Prix, le film Grand Prix 66. Avec Yves Montand. Yves Montand, voilà, c'est ça. Je crois qu'il y avait une relation familiale entre les deux, mais Maurice Trintignant, oui, bêtement. Alors il y en a plein de Français qui font partie du sport auto mondial et qui sont des grandes figures, mais effectivement moi j'aurais dit Maurice Trintignant, voilà, parce que j'aime bien les vieux de la vieille. Boris? Moi, je vais en prendre 3. Carrément, le mec il fait son marché. Pour différentes raisons. Ouais, mais bien sûr. Balestre pour la poigne. Ça, oui. Prost pour tout ce qu'il a apporté en fait au sport automobile français. Les gens sont intéressés. Pour Prost GP aussi. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, enfin, il a fait aimer ce sport à la France de manière générale. En fait, les passionnés aimaient déjà, mais grâce à Prost, tout le monde en fait suivait la Formule 1. Et Jean Todt, parce que pour moi, ça restera le grand maître absolu des managers de Formule 1. Et c'est le maître. Exactement. Et on a une pensée pour les petits artisans. Je vois Gérard Larousse ou Guy Ligier. Bien sûr. Petits artisans, mais qui ont fait, bien sûr. Extrêmement important, ce que tu soulignes, c'est qu'en France, on a une vraie culture du sport auto, même indépendante. C'est pas forcément que Renault, c'est pas forcément que Peugeot et des grandes entreprises, c'est aussi des constructeurs indépendants. Et je pense notamment à Henri Pescarolo, par exemple, au 24 heures du Mans. C'est hyper important. Il a couru aussi en Formule 1, mais Gordini aussi. Gordini. Enfin, il y a énormément de petits constructeurs indépendants qui ont énormément performé dans le sport auto mondial, et ils sont français. La F1, c'est aussi une question de politique, les amis. Et on va d'ailleurs poser une question un petit peu qui fâche. Vous vous rappelez qu'il y a eu, enfin vous le rappelez, vous étiez sans doute pas né comme moi, mais on a eu un grand prix sur le circuit, je crois que c'était Charade, du côté de Clermont. Région chère au futur président Pompidou. On a eu Magny-Cours, où Mitterrand s'était battu en mémoire, bien sûr, de Pierre Bérégovoy. On a eu Renault, on a eu Elf, 2 entreprises, bien sûr, d'État. On a eu aussi François Fillon impliqué dans l'annonce du retour du Grand Prix de France, peu de temps avant les élections présidentielles. Et puisqu'on parle de politique, on a aussi beaucoup évoqué ces dernières années, notamment pendant les pires années, on peut dire, de la Formule 1, de cette relation F1-France. On a eu aussi des déclarations parfois un petit peu difficiles des politiques. Regardez ce que disait Valérie Fournéron, l'ex-ministre des Sports. C'était lors de sa prise de fonction. On est en 2012. Je refuse que l'État soit garant de l'organisation du Grand Prix de France. La F1 est plus un produit économique qu'une compétition sportive. De cette déclaration, il y en a eu de nombreuses en France. De cette déclaration est né un sentiment chez les passionnés de sport auto, une sorte de naissance d'une certaine autophobie en France. Est-ce que la France est devenue autophobe? C'est la question que j'ai envie de vous poser dans ce focus, et je vais la poser d'ailleurs à Pierre. Écoute, moi je suis pas du tout d'accord avec cette idée que la France pourrait être autophobe. Concernant la déclaration de Madame, je ne sais plus. Fournéron. Ancien ministre des Sports. Ministre des Sports. C'est le ministre des Sports. Non, déjà je vais revenir sur sa citation. La citation que la F1 n'est pas un sport, je suis profondément en désaccord. C'est-à-dire les pilotes de Formule 1, et on en parlait avant. Si on est là, c'est qu'on est en désaccord, je pense. Non, mais je veux dire, on en parlait avant l'émission. C'est des sportifs de haut niveau qui sont préparés comme d'autres sportifs de haut niveau, et qui aujourd'hui, c'est indéniable que c'est un sport. Et on pourra peut-être, tu pourras le développer si tu veux, Pierre-Olivier, mais pour moi, c'est pas du tout. Je suis complètement. C'est pas quelqu'un qui s'assoit dans une voiture qui appuie sur 2 pédales et un volant. C'était le cas à l'époque où Brice faisait du kart. Absolument. C'est pour ça qu'il a arrêté. Dès qu'on m'a dit arrête le McDo, je vais pas. mais pour l'autophobie en général, si tu veux, aujourd'hui, tu as de plus en plus de. Faut savoir que tu as de plus en plus de compétitions automobiles. J'ai pas des chiffres exacts, mais il y a des nouvelles compétitions qui se développent. La Formule électrique. Bon, c'est quelque chose de complètement différent à la Formule 1, mais aujourd'hui, en Formule 1, on a
La plupart des acteurs sont français. C'est une des nationalités les plus représentées en sport automobile en F1, et particulièrement en F1. On a Renault, je crois qu'on a le plus grand nombre. On avait le plus grand nombre l'année dernière, en tout cas ex aequo avec les Allemands, les pilotes français. Des team managers, je crois que c'est nous qui en avons à l'appel, le plus, ou en tout cas, on en a eu le plus en activité l'année dernière, et je crois que même cette année, en termes de nationalité, on est devant. Aujourd'hui, l'autophobie, j'y crois pas. Je veux dire, Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Parce que c'est ce que tu dis. Les Français sont surreprésentés, ils font partie des pionniers. Et quand on écoute certaines personnes qui sont amenées à prendre des décisions dans ce pays, on a l'impression que quelque part, parler de sport auto, parler de moteurs qui fument, qui font du bruit, etc., que c'est quelque part presque un tabou, quoi, par rapport aux enjeux aussi de cette société. Ouais, mais je pense qu'il y a surtout peut-être un peu plus d'éducation à faire sur comment un moteur de Formule 1 fonctionne, Absolument. par exemple. Un moteur de Formule 1, c'est un moteur hybride avec des moteurs électriques. Aujourd'hui, il n'y a plus de ravitaillement. Aujourd'hui, il y a de la récupération d'énergie. Aujourd'hui, si tu veux, l'énergie développée par le moteur de Formule 1 en tant que tel, avec le plein de carburant qu'il a, enfin, je veux dire, si c'était ces choses-là qui seront appliquées à l'automobile de demain, l'empreinte carbone, elle est quand même très, très, très faible. Et je pense qu'effectivement, c'est des vrais sujets. On doit être... Peut-être pas, en tout cas, moi je parle pas forcément au nom du Grand Prix de France, mais oui. L'écosystème F1 en général, pour tous ceux qui sont autophobes, et je pense souvent que l'autophobie est liée à des questions environnementales. Souvent. Aujourd'hui, je suis pas sûr que si demain on fait cette éducation-là auprès des gens et qu'on ait un peu plus de pédagogie, on se dira, ah bah ouais, en fait, ça pollue pas tant que ça un moteur de Formule 1. Ah ouais, en fait, il y a beaucoup de solutions innovantes et techno. Ah ouais, en fait, ce V6 hybride, il est révolutionnaire parce qu'il l'est. Ah ouais, il n'y a plus de ravitaillement. Ah ouais, en fait, pour un kilogramme d'essence utilisée, la puissance développée, elle est phénoménale. Donc, c'est surtout de l'éducation et être pédagogique. Mais je pense pas que les Français soient autophobes. L'année dernière, tu avais quand même, sur un pays qui est autophobe, tu as 160 000 spectateurs au Grand Prix de France. Donc, moi, s'il y avait de l'autophobie... C'est ce que je me tue à dire à mes amis qui n'aiment pas la Formule 1. Genre, tu regardes des mecs brûler de l'essence en tournant en rond. Arrête, s'il te plaît. Et puis, pour tous les sports à ce moment-là. Ce que tu as dans ta Clio, en fait, c'est une technologie qui a été testée, développée en fait, par un moteur à Viry-Châtillon qui va servir pour de la course. Donc, en fait, la voiture que tu as actuellement et qui sera hybride, voire 100% électrique dans 20 ans, en fait, c'est quelque chose qui a été travaillé en sport automobile avant et ça va te servir dans ton quotidien sans que tu t'en rendes compte. Mais après, l'autophobie, je suis pas d'accord qu'on la nie quand même, mais c'est pas forcément des critères qui sont en fait dus à une organisation d'un Grand Prix ou quoi. Il y a eu aussi une succession de choses qui se sont produites au même moment qui ont fait que la France s'est un petit peu désintéressée de la Formule 1 et que du coup, quand on a parlé d'un retour, ça a été plus compliqué. Je pense que la période Schumacher n'a pas aidé et que la perte d'un pilote français au même moment et la perte du Grand Prix de France 4 ans après, résultat en fait, les gens ne s'intéressaient pas aux managers, les gens ne s'intéressaient pas aux ingénieurs, ils s'intéressaient aux pilotes ou aux écuries. On a perdu Renault derrière. Donc en fait, on s'est retrouvé sans présence mais ça montre française. qu'il y a, excuse-moi mais ça montre peut-être qu'à un moment donné, si pendant 10 ans ça a disparu pour les raisons que tu expliques, c'est que la France croyait plus peut-être à la Formule 1. Ouais, alors moi je pense qu'il y a quelque chose de plus profond encore que ça. C'est que même si la France, on a été les pionniers dans l'automobile et même avant le championnat du monde de Formule 1 en 1950, le premier Grand Prix automobile du monde, c'est à Pau quand même. Enfin je veux dire, c'est à Pau, hein, c'est pas à Paris, c'est à Pau. Superbe ville, super Grand Prix évidemment. T'es pas loin, toi, hein. Non, pas tout à fait, mais voilà. Mais voilà, en tout cas, je veux dire, on a été pionniers sur beaucoup de choses. Il faut quand même se remémorer que plus notre histoire est grande, plus ça devient compliqué pour la prendre. Enfin, plus il se passe de choses, on va dire. Moi, j'ai en tête parce qu'il y a eu pas longtemps, il y a pas longtemps les 24 heures du Mans. Évidemment, il y a le Mans. C'est le premier Grand Prix automobile dans l'histoire ou aujourd'hui à l'heure actuelle? Dans l'histoire. Dans l'histoire, c'était. Sans vouloir te reprendre, il me semble que c'est circuit de la Sarthe. C'est Reims en Formule 1, c'est Reims dans la commune de Gueux, juste à côté de Montmirail, pour les amoureux de. C'est pas 1906 circuit de la Sarthe. C'est Grand Prix automobile, pas forcément automobile, pas de Formule 1. Ah oui, moi je parlais de Formule 1. 1906 Grand Prix automobile. Hein. Ah ouais 1901, je crois. Comme quoi ça remonte. Hein. Bref, comme quoi ça remonte. Mais tout ça pour vous dire que, mine de rien, il y a eu énormément de choses qui sont passées dans l'histoire de l'automobile, et en particulier de l'automobile français. On parle des 24 heures du Mans, puis ils se sont déroulés la semaine dernière. Il y a eu le Mans 1955 qui a été extrêmement grave. On a à peu près un peu moins d'une centaine de morts. C'est un traumatisme absolu. La Suisse a retiré les compétitions automobiles de son sol pendant plus de 50 ans, si même pas plus. Donc il y a ça, il y a plein d'autres
d'autres choses. Il y a eu des morts. Il y a eu François Sever qui est décédé. On a eu plein de pilotes français qui sont malheureusement décédés. On a eu Jules Bianchi, le dernier décédé, malheureusement. Pas vraiment sur un circuit, même si c'est en conséquence. Donc on a quelque chose vis-à-vis du sport automobile en France qui est pas aussi joyeux qu'on le pense, parce que bon, il y a eu les 4 titres d'Alain Prost, mais il y a eu les titres aussi avec Renault. Mais au final, quand on voit la négativité entre guillemets du sport auto, ça fait un peu mal. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, et peut-être que les Français effectivement ont ça au fond d'eux, qui fait que l'autophobie se base pas non plus que sur la pollution, mais sur quelque chose de peut-être beaucoup plus profond, qui est parfois pas qui est compréhensible finalement, parce que c'est de l'histoire, quoi. Je suis d'accord avec. Excuse-moi, je parlais de Reims, j'ai une énorme erreur, c'était le circuit des Essarts, le premier Rouen, les à côté Essarts. de Rouen, voilà exactement, le premier en Formule 1 en tout cas. Je suis d'accord avec Pierre sur le côté environnemental, parce que les politiques publiques n'ont pas forcément poussé pour le retour, mis à part la région PACA, Christian Estrosi, mais les politiques publiques ne poussaient pas trop au retour, et bizarrement, dès qu'il y a eu la formule électrique, Anne Hidalgo, elle est arrivée, elle a foncé dessus pour dire allez, on met des billes là-dessus. Et tu regardes, au final, ce sont les villes les plus polluées du monde qui accueillent un Grand Prix de Formule électrique. Donc ça veut quand même dire qu'il y a aussi cette notion de est-ce que le pouvoir public, en demandant à tout le monde en fait de faire attention à l'essence, de pas trop polluer, de trier ses déchets, va mettre des billes sur un truc qui consomme du carburant? Je suis d'accord là-dessus que c'est compliqué en fait à justifier pour un pouvoir public. Je termine rapidement. Il reste une dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'en France, on a un problème avec l'argent. Je pense que personne ne peut s'en cacher. Le sport auto, c'est le sport qui coûte le plus cher au monde. Point. Vous prenez le rallycross en termes de coût par kilomètre, alors là, ça explose la F1, ça explose tout, parce que tu fais un pare-choc par course qui dure 5-10 minutes. Donc on a un problème, on a un rapport avec l'argent qui est spécifique à notre culture, c'est pas la culture anglo-saxonne ou germanique. Du coup effectivement, payer une saison de cartes à X milliers d'euros, c'est plus compliqué que de payer une raquette de tennis pour aller faire du tennis et faire un jour Roland Garros, ce qui est génial aussi bien sûr. Mais voilà, donc il y a aussi ça. Élitiste, tu veux dire? C'est plus élitiste, mais ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent pour finalement entre guillemets tourner en rond, quoi. Et c'est ça aussi qui fait que peut-être que le sport auto c'est pas aussi populaire que ça par rapport à la Grande-Bretagne. Il faut savoir qu'une saison pour un gamin qui commence, c'est-à-dire que vraiment au plus petit niveau, c'est entre 20 et 30 000 euros. C'est énorme. C'est pas les 150 euros que vont coûter l'inscription au tennis club de Rouen. Les gens De Rouen, d'Aubagne, du Bossé. On a parlé de l'amour, du désamour entre la France et la F1. On va parler de quelque chose qui a beaucoup étonné notamment les étrangers. Et quand on veut un avis fort et une punchline, on appelait dans le temps Monsieur Niki Lauda. Regardez ce qu'il avait déclaré il y a maintenant 1 an, au micro bien sûr de Canal+, Niki Lauda. Les Français sont confus, ils nous ont baladés sur plein de circuits. Ça aurait été mieux d'en choisir un et d'y rester. C'est pas faux. Rappeler un petit peu ce différent historique. On rappelle aussi que le Castellet, au moment de sa construction, avait été là pour faire passer le Grand Prix de France dans l'ère moderne et pour pérenniser aussi ce Grand Prix de France au calendrier. Est-ce que quelque part, c'est pas le manque aussi de ce Grand Prix de France? Si on devait le comparer au Grand Prix d'Allemagne, au Grand Prix d'Angleterre, enfin de Grande-Bretagne, au Grand Prix d'Italie, à tous ces Grands Prix, on va dire, européens et historiques qui sont présents depuis le berceau de... Il y a un manque d'identité à ce Grand Prix de France, malheureusement, parce qu'on est été sur 7 circuits. Et je pense qu'on est les seuls à avoir été sur 7 circuits. En Angleterre, qui aujourd'hui va se ramener en disant je vais faire un autre circuit Silverstone? Il y avait eu le débat Donington, mais... Ouais, Donington, Brandsatch, Silverstone, c'est les 3 qui me viennent en tête. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à quel moment il y a quelqu'un qui va dire je veux plus rouler à Silverstone et je veux aller à Brandsatch? Bien sûr. Enfin, personne. Là, on s'est un petit peu, et Lauda a pas tort, on s'est un petit peu tâté sur le circuit. On avait 3 ou 4 circuits, Charade, Reims, Dijon, qui étaient des vraiment anciens circuits, qui avaient des tracés très basiques. Je crois que même, si je dis pas de bêtises, Reims c'est un triangle. Oui, absolument. Voilà. C'est compliqué. Charade, c'est un peu plus compliqué parce que c'est très valorisé. Charade, c'est Nordschleife. Voilà, exactement. C'est Nürburgring un peu. Nordschleife. Je suis pas allemand, je suis pas Niki Lauda. Donc c'est vrai qu'on a eu un peu ce problème d'identité. Le plus long, je crois que c'est Manicourt, il restait 18 saisons. Donc ça a quand même créé une identité. Mais c'est vrai que du coup, on va moins s'installer dans la longévité aux yeux des gens, on va moins rentrer dans le mythe parce que on n'a pas de courses qui ont 70 ans sur ce circuit, et c'est vrai que ça fait un peu défaut pour notre popularité et notre aura sur le Formula One Circus. Pierre, ton avis là-dessus, est-ce que c'est... Moi, je vais revenir sur ce qu'on se disait avant. En fait, les 10 ans d'absence, en fait, ça a cassé une habitude. Elles font mal. Une habitude qu'on avait donnée aux Français. En tout cas, je veux dire, c'est la Formule 1 qui s'invitait chez eux tout le temps après le déjeuner, au dessert. Cette rupture,
ça a fait perdre un petit peu, même si ce circuit est très identitaire graphiquement, ça a fait perdre en fait la Formule 1 en général en France. Le retour de la Formule 1 permet de recréer cette habitude et de raccommoder un petit peu les Français avec la Formule 1. Et pour l'instant, si tu veux, on parle. Il y a une quinzaine d'éditions au Castellet, mais il faut laisser le temps à la Formule 1 en France de s'inscrire, en tout cas auprès des Français. Et déjà l'année prochaine, déjà cette année, si tu veux, tout le monde sait. Des gens je côtoie des gens qui connaissent rien à la Formule 1, ils me disent ah oui, c'est au circuit Paul Ricard du Castellet, donc ça revient. La France est présente en Formule 1. Ça revient dans leur esprit. Je pense que c'est un constat qu'on devra peut-être refaire dans 2-3 ans, en espérant prolonger le Grand Prix de France jusqu'à plus 5 ans, donc jusqu'en Plus 100 ans. 2028 ou plus 100 ans, je l'espère. Mais en tout cas, pour le moment, c'est jusqu'à plus 2020, enfin c'est jusqu'à 2022, jusqu'à 2027. Donc. Mais voilà, il faut remettre au goût du jour un petit peu la Formule 1 en France pour que ça devienne une habitude et incontournable, en tout cas comme événement international majeur sur le territoire français. Surtout que la F1 a tellement changé entre 2008 et 2018 que pour se remettre à niveau, ça prend Eh ben, il regarde Netflix avec Drive to Survive. Voilà. C'est pas faux. C'était un vrai succès, hein, d'ailleurs. Un vrai succès. Et alors justement, pour en parler rapidement, pour refermer la chose, le Grand Prix de France a la chance d'avoir, enfin la F1 tout court d'ailleurs a la chance d'avoir eu ce Drive to Survive de Netflix, qui a fait s'intéresser une flopée de gens qui suivaient ou ne suivaient pas d'ailleurs la F1 et qui se sont dit, plus. je vais aller regarder, tiens c'est bizarre, Netflix qui fait un truc sur la F1, c'est quand même pas rien. Et puis en fait, le documentaire a été tellement bien fait que waouh, c'est génial pour le sport et surtout pour la France parce que du coup, on est présent. Alors que s'ils avaient fait le documentaire de Netflix il y a quelques années, on loupait le coche. Et puis on voit des pilotes français dans ce documentaire. C'est-à-dire que il y a Ocon. Oui, on voit Ocon et je pense que ça a ému tout le monde la manière en fait dont il perd son baquet et comment ça expliqué dans Netflix. Il y a Grosjean qui n'est pas super bien mis en avant dans le documentaire Netflix. Maybe he doesn't desire food. Il y a Gasly et non, enfin c'est quelque chose qui a redémocratisé la Formule 1 et sans avoir les deux écuries de pointe. Ouais. Donc ça veut dire quand même que il y a un vrai succès qui peut réintéresser les gens. Le sport auto peut créer de la joie, de l'émotion aux gens, rien que par un documentaire. Alors on n'imagine pas avec une course en plus sur notre sol. On l'a compris les amis, en tout cas, dans cette histoire d'amour entre la France et la Formule 1, il faut absolument, en tout cas, que la Formule 1 reste au Castellet pour construire cette histoire commune, ou en tout cas continuer de la pérenniser et d'écrire cette grande légende. On attaque tout de suite cette troisième partie. On va parler de ce qui va se passer ce week-end, de ce qui a pu se passer aussi l'an dernier. Bref, Pierre va tout nous dire sur les surprises qui vous attendent ce week-end au Castellet. L'an dernier, et on arrive dans le vif du sujet, l'an dernier, il y a eu quelques soucis pour le retour de la Formule 1 après 10 ans d'absence, vous l'avez compris. En France, il y a eu quelques soucis d'expérience spectateur. Je ne parle pas sur le circuit, mais au moment d'arriver sur ce circuit. Je sais que Pierre en a beaucoup parlé l'an dernier dans sa chaîne. Il en a reparlé en faisant une vidéo dernièrement. L'idée de voir avec toi, Pierre, justement, comment ça a été vécu déjà par l'organisation? Parce que j'imagine que ça a dû être un moment assez difficile et aussi difficile que l'expérience qu'ont eu certains spectateurs au moment d'essayer d'arriver jusqu'au Castellet. Et qu'est-ce qui a été mis en place justement pour parer à d'éventuels nouveaux problèmes à ce niveau-là? Bah écoute, c'est vrai que l'année dernière, ça a été quand même le point noir de l'édition 2018, les problèmes de mobilité. Comment l'organisation l'a vécu, je peux pas trop le dire parce que moi, je viens juste d'arriver, je suis arrivé il y a quelques mois au Grand Prix de France de Formule 1, mais en tout cas, c'est un vrai problème. Ça a été un vrai problème et on est conscient qu'il y a eu des gens qui ont patienté très longuement dans leur véhicule. Et en tout cas, l'organisation a travaillé d'arrache-pied pour mettre en place et bâtir un nouveau plan de mobilité. Comme d'ailleurs, merci Pierre-Olivier d'avoir fait une émission spéciale à ce sujet-là avec quelqu'un de chez nous. Mais effectivement, en fait, l'année dernière, il y a eu toute une série, comme je vous le disais un peu avant, il y a eu toute une série, c'est un peu de petits faits, de petits détails qui ont enrayé complètement toute la machine.
il y a un bateau qui s'est retrouvé. Voie exceptionnelle le vendredi. Voilà. C'est magnifique ça. Donc C'est il y a quelque chose, il y a plein de petits détails, si tu veux, qui font même des gens en fait qui allaient travailler, mais qui passaient par l'itinéraire du circuit le vendredi, parce que c'est là en fait le vrai point noir a été le vendredi. Après on a eu un peu le malchance avec la pluie le dimanche. Ouais. Et donc voilà, plein de détails. Et en tout cas, nous, ce qu'on a voulu faire, on a eu une chance incroyable, c'est de pouvoir récupérer toutes les données. En fait, je ne sais pas si tu vois, mais quand tu passes sur la route, tu avais des espèces de capteurs. On avait la chance d'avoir ces capteurs-là. Donc, on a pu tout modéliser avec une société d'ingénierie. En plus d'avoir l'aide d'une société d'ingénierie et de modéliser ce qui s'était passé l'année dernière, on a rencontré aussi d'autres promoteurs qu'on avait déjà rencontrés en amont. Bien sûr. Mais on s'est inspiré aussi d'idées qui pouvaient se passer, en tout cas avec d'autres promoteurs F1, mais sur d'autres événements. Par exemple, cette société d'ingénierie, elle bossait avec la Ryder Cup, qui est un site très enclavé. Ouais. Et donc, on a mis toute une série de mesures que je peux te résumer, mais très très rapidement, parce qu'on a le temps passe vite, mais on a voulu faire en sorte qu'il y ait moins de véhicules qui montent directement au circuit. Donc il y a eu toute une série de il y a un parking relais principal qui est mis en place à La Ciotat avec un système de navettes, et donc en 40 minutes garantie avec des animations dans le bus. Tu gares ta voiture à La Ciotat et tu montes au circuit en voiture. On a intégré, pour ceux qui souhaitent avoir des parkings, c'est-à-dire qu'on a redimensionné tous les parkings, c'est-à-dire qu'on n'a pas réduit la taille des parkings, mais on les a compartimentés, parce que l'année dernière, on avait eu effectivement un effet d'entonnoir, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop de véhicules qui voulaient sortir à un même point de sortie, et donc ça s'est retrouvé avec un délai pour sortir supplémentaire. Donc là, on les a compartimentés avec plusieurs sorties et différentes entrées. Et en plus, on aura moins de contrôle, on aura un contrôle forcément, mais on n'aura pas de contrôle avant d'arriver au parking, ce qui pouvait ralentir, en fait, si tu veux, les accès. Il y a une autre mesure qui a été mise en place, c'est plus de signalétique. Le fait de s'arrêter, je crois qu'on avait fait un calcul, si chaque véhicule au pic d'activité, donc il y a eu un moment 25 000 véhicules, il me semble, s'ils ont demandé 3 secondes son chemin, si tous les véhicules demandaient pendant 3 secondes son chemin à quelqu'un, ça fait... ceux qui regarderont prendront le calcul, peut-être que je me trompe, mais je crois que ça fait 6 heures en tout. Le temps que mettaient les gens à faire Marseille-Le Castellet. Donc voilà, donc ça on met en place en fait beaucoup plus de signalétique, et en plus de cette signalétique, un partenariat avec Waze. En fait, l'avantage c'est que C'est bien ça. on a intégré, en fait, c'est pas juste Waze de se dire je tape le Castellet, c'est-à-dire que par exemple, je parle pour les médias vu que je m'occupe des médias principalement, mais le parking média, en fait, Écoute bien, Pierre. le parking média, il est rentré dans l'application Waze. C'est-à-dire que si je tape parking média F1, il va me donner la meilleure route pour aller au parking média. Sachant qu'on a changé les flux donc, de circulation. C'est-à-dire que si tu dois aller d'un point A à un point B, pour revenir sur le point A, tu devras partir du point B. Pour aller au point A, les flux ne se croiseront plus. Le rond-point du camp, on le fait en double voie. Donc, les flux ne se croiseront plus. Donc tu éviteras des bouchons supplémentaires. Voilà, on favorise aussi les 2 roues. Donc il y aura un parking attribué pour les deux roues, bitumé avec conciergerie. Consigne, pardon, pas conciergerie, consigne pour les casques. Donc voilà, on a été conscient que ça a été un problème. On a mis peut-être un peu de temps à réagir. Enfin en tout cas, voilà. Mais le but c'était surtout de donner un message clair et précis. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas en fait communiquer avant et dire ça va s'améliorer, mais qu'on n'ait rien à dire en face. Depuis en fait de juillet au moment de l'annonce, ça a été vraiment un travail de longue haleine sur toutes ces choses-là qu'on a mises en place. Et enfin finalement, pour finir, on a fait un vrai travail de collaboration avec les autorités locales parce qu'elles vont nous aider. Qui était aussi mal informé l'an dernier, on peut le dire. Enfin, c'est pas jeter la pierre ou cracher sur les gens, mais c'est, tu vois... T'as raison, je pense qu'il y a eu des informations qui ont mal circulé, mais là, si tu veux, il y aura un centre opérationnel des mobilités où on aura en plus... on a une radio mobilité, d'ailleurs. D'accord.
Voilà, donc c'est 97,8 pour ceux qui viennent. Retenez la fréquence. Pour ceux qui viennent, mais donc c'est 97,8 aux alentours du circuit. Oui, bah oui. À Paris, À Paris, ça ça devrait- marche Si ça bouge sur le périph', les gars, je rigole parce que Si on tombe sur la fréquence radio de As, là on est au taquet quoi. Et tu auras aussi des drones qui surveilleront le trafic. D'accord. Tu auras des informations en temps réel. Donc on a vraiment mis, on a vraiment compris le message. On a vraiment compris que c'était un point noir. Et nous, on a vraiment voulu améliorer les choses. Et on est confiant à 100% que cette année, il y aura moins de problèmes de mobilité, voire pas du tout. Enfin, on est 100% confiant pour dire. Mais de toute façon, je te le dis Ah ouais, maintenant. à ce point-là, vous êtes, À ce vous êtes point-là. confiant à dire vraiment 100% pas du tout de problème quoi. Ouais. Parce que moi je me dis, je te laisse Mais parler pas de juste problème, après, tout est relatif. C'est-à-dire que pas de problème. il y aura dans la toujours vie- des petits couacs, on est d'accord. Il n'y aura pas de couac, mais si tu veux, il y a forcément une attente qui est relative. Oui, voilà, non, ça on Je est peux pas te d'accord. dire que enfin, je veux dire, c'est l'accès à un circuit avec On est avec d'accord. plus de 160 000 spectateurs sur les 3 jours. Si tu veux, bien sûr que tu as un petit peu d'attente, Oui. mais ça sera raisonnable. Et il D'accord. y aura pas à 6 heures, et il y aura beaucoup moins que ça. Et on est 100% confiant qu'on n'aura pas les problèmes d'accès qu'on a eu l'année dernière. D'accord. ouais, moi, ce à quoi je pensais, c'est que je voyais même pas comment on pouvait éviter ces bouchons, parce que la localisation de la piste est la localisation de la piste est tellement particulière. Il y a 4 ou 5 routes qui y mènent, depuis soit la côte, soit Et c'est des le départementales. village de Signes, tout ça. C'est départemental, c'est des routes de moyenne montagne qui zigzaguent un peu. Enfin, c'est pas des énormes autoroutes ou même la nationale 7 qu'il y avait à côté de Manicourt. Je veux dire, enfin, après tout ce qu'on peut essayer de faire et tout ce qu'on peut essayer d'améliorer, ça reste quand même compliqué. Enfin, on peut pas non plus en vouloir trop topographiquement par rapport au lieu. C'est ça que je veux dire, c'est que le lieu est isolé. Alors c'est bien d'avoir un lieu isolé pour quand on fait du bruit, forcément. mais je pense que déjà cette topographie-là ne permet pas à faire venir autant de monde de manière optimale. Donc déjà réduire, ça sera déjà quelque chose de relativement bien par rapport au lieu. On ne peut pas non plus en demander trop vis-à-vis de ces routes, quoi. Puis on en parlait un peu avant l'émission, pardon, je vais y arriver. C'est que si vous vous levez à 10h du mat pour aller voir Ah ouais, les non, FP1 c'est mort. à 11h, enfin, vous avez perdu. Vous ne levez pas à ce moment-là. On va Mais pas au ciné, là. Hein. c'est ça, c'est quand on va sur un événement de cette ampleur-là, faut se lever tôt le matin, faut 7h, comprendre 20h. que on fait du 7h, 20h, si c'est pas plus d'ailleurs. Ouais, chérie, écoute ce que dit Pierrot quand je te disais fallait se lever tôt pour aller voir la F1 l'année dernière. Faut vraiment se lever tôt. Je sais, à Indianapolis, pour les 500 miles, les mecs se lèvent à 4h du mat pour pouvoir rentrer sur le circuit, sachant que la course, elle démarre à midi, quelque chose comme ça. Et tu as 300 000 spectateurs. Il y a bien Et il y a les mecs qui sont 2 jours avant pour les concerts au port du Stade de Exactement. France. Le Vraiment. Grand Prix de France, moi, l'année dernière, le dimanche matin, on est arrivé à 6h30 sur place au circuit. On n'a pas eu de bouchon, on n'a eu rien, zéro bouchon, mais il faut savoir qu'à 6h30, bah, t'attends 10 heures avant que le départ du Grand Prix soit donné. Tu viens pas à 13h Mais tu pour un viens Grand Prix pas à à 14h. 13h pour un Grand Prix qui démarre à 14h. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis sur le fait de partir tôt. Et tu parles des FP1, mais il y a pas. En fait, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas que la F1. Oui, absolument. Ouais, Voilà, en je plus. sais pas si je peux faire une Si, il y aura transition sur bien les, sûr que sur les si, animations, bien mais sûr que si. Fais-toi plaisir. Parlons du Je me positif fais quand même, plaisir. parce que non mais c'est vrai, parlons du positif aussi. mais effectivement, tu as de la F2, tu as de la F3. On a voulu donner un petit peu plus de spectacle, un peu plus de De peps en piste. peps et un peu plus de sport. J'aime pas ce mot-là, mais Qui est moins latente, quoi. populaire, mais la Clio Cup, ça va être quand même Sympa. super. Et puis tu as aussi un nouveau village d'animation, village nord, village sud, ce qui va permettre aussi d'avoir une expérience F1 French Grand Prix de France totale, c'est-à-dire qu'il y a la F1 au cœur du Grand Prix de France, mais il y a aussi plein d'autres choses. Donc il y a le Grand Prix de France électronique que tu commenteras avec pour la première fois au monde en France. Mais non, mais la première fois en France, un champion de France fait ça. Absolument. Au Grand Prix de France électronique. Et puis tu as Bob Sinclair le samedi, tu as Martin Solveig le dimanche, tu as tout un programme autour de la fête de la musique qui est le 21 juin. Donc vendredi, on a une scène blanche avec des artistes, etc. Donc ça vaut le coup de se lever tôt parce que voilà, il y a une liste d'animations qui est assez longue. D'ailleurs, si vous voulez toutes les découvrir, on a lancé la semaine dernière, exactement mercredi dernier, l'application officielle du Grand Prix de France de Formule 1 qui va être assez utile pour les spectateurs et les gens qui vont venir sur le Grand Prix pour voir tous les points d'intérêt, etc., le programme, toutes les informations utiles à leur venue. Et tu vois qu'en fait, que c'est une expérience qui dépasse un peu plus la F1. Il y aura les historiques.
On sait que juste avant le Grand Prix, je crois, il y avait notamment. Il y avait eu la parade Renault Passion. Exactement. J'avais trouvé pas de absolument bêtises. formidable. Moi. Alors, il y a un musée, il y a un musée Renault qui sera monté dans le village nord qu'on appelle Back to the Future. Back to the C'est bon, Future. ça. Tu vois, il y a une Génial. espèce de fibre à l'historique et Ouais. c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur sur le patrimoine sport automobile français. Et sans vous dire de bêtises, normalement, il devrait y avoir demain ou vendredi, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, Jean-Pierre Jabouille, il me semble qu'il va. Ah. Ouh Ah, Dommage que tu y ailles pas, Brice. Je sens qu'il y a une Renault F1 Turbo qui est pas très loin. Et voilà. ça pourrait Sans vous dire de bêtises, hein, mais, pourrait Fais-toi bien éclater les oreilles. dans les fan zones, on se rappelle, je crois, Fernando Alonso, Stéphane Van Dorn l'an dernier. Stoffel. Oula, Stéphane, Stéphane. j'ai dit, ouais, c'est la fin d'émission, j'ai toujours des trous. pense Il est même- notamment parti à la rencontre du public. On peut annoncer des noms déjà de pilotes qui viendront animer. Pourquoi pas la scène de la fan zone au Grand Prix. Alors j'ai pas tous les noms en tête, Ouais. mais bien sûr on a dans le cœur un affect particulier avec nos pilotes français, ce qui est beaucoup et puis qu'on connaît bien maintenant en tout cas à l'organisation du Grand Prix de France. Il y aura de toute façon la fameuse séance d'autographe pilote demain. Demain, ce qui sera entre 16 et 18 heures à côté des pits et donc je peux confirmer que c'est pendant 2 heures et en tout cas tout le monde sera là et il y aura même quelques invités surprises en plus des pilotes de F1. Ah. Peut-être d'anciens pilotes de Formule 1. Un pilote, Fernando Alonso. un pilote de 24 heures de Non. temps. Un mec De qui- l'IndyCar, non, un non, mec non, qui non. a- un mec qui a ses week-ends de libre puisqu'il ne se qualifie pas en On va rester dans le français, on va rester dans le D'accord. pilote français, mais voilà, j'ai Jaco. eu quelques demandes et qu'on a accepté bien sûr avec grand plaisir de pilotes. S'il y a Jacques français. Lafitte, par contre, on est obligé d'être invité. Je suis Ouais, désolé. parce que personnellement c'est un rêve de rencontrer Jaco. Bah, partez avec nous ce soir avec Pierre Olivier. C'est parti. Allez hop, Un petit rosé avec Jaco là, à Bandol là. Oh là là. Tout de on vous suite. met dans les bagages. Tout de suite. Juste pour finir, parce que ce que disait Pierre est très important, c'est que l'expérience Formule 1, on l'a dit, c'est au cœur de l'événement. Il y a plein de choses à côté et c'est comme se lever le matin pour aller à Disneyland, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a plein d'activités et que on se lève pas le matin à 11h pour aller à Disneyland et revenir à Paris vers 15h pour prendre un verre avec des potes. Que voilà, sinon on n'a pas toute l'expérience. C'est pour ça qu'il faut se lever tôt et partir tard. Tu fais 2 heures de queu pour Space Mountain, tu peux faire 2 heures de queue en arrivant au Absolument. pistolet. Exactement, tout est dit. Les amis, tu aimes jouer, Pierre? J'aime jouer, ouais. Eh ben alors, allons-y. Moi, j'aime jouons perdre. Le quiz de la mort, les amis. Le quiz de la mort. Le quiz de la mort spécial, bien sûr, Grand Prix de France. L'idée, revenir sur des moments forts de l'histoire du Grand Prix de France à travers des photos et des questions découleront de ces photos. Ah On oui, fait oui, rappel, oui. bien sûr, à votre mémoire. Première photo, s'il vous plaît. C'est un peu une triste histoire, on peut le dire. Ce pilote est un pilote français. Il a attendu l'âge de ses 40 ans pour disputer son premier Grand Prix en Formule 1. C'était lors d'un Grand Prix de France. Et malheureusement, il s'est tué lors de ce Grand Prix de France, ce qui a coïncidé avec la fin du circuit. À l'époque, je crois que c'était En les Essarts, je pense. des Essarts, je crois, exactement. Merde. Est-ce que son prénom c'est Louis? Non, Voilà. non. Mais allez, Pas Louis je vous donne- Rosier. Je vous donne un indice, comme ça on va aller vite. Son neveu construit des buggy et a souvent remporté le Paris-Dakar. Schlesser. Josh Oui, Lesser. Josh Bravo. Lesser. Un point pour notre ami. On regarde tout de suite, bien sûr, la réponse. Josh Lesser, Oh, la son belle fiche seul et Mickey. unique Grand Prix dans une Honda. Je crois que Exact. Surtees Honda. Surtees, à l'époque, avait refusé de conduire cette voiture. Il avait fait 3 Elle tours était et malheureusement, Ouais. il s'était tué. Autre photo, s'il vous plaît. Un jour historique pour la France, 1982. Premier doublé pour Renault. 3 Français sur le podium. Ah, merde. 4 Français parmi les premières places. Qui étaient d'ailleurs ces 3 Français sur le podium? Ah zut. Et je les veux dans l'ordre. Hein, vous me faites pas Ah plus- zut. Sachant que le Bonne premier nouvelle. est au centre, le deuxième a fini il est à gauche à et le troisième est à droite. Ouais, c'est ça. 1982. Oh là là là. Prost a gagné le dernier au Ricard. Est-ce que c'est Prost au milieu? Non mais fais pas genre. 82. Bah fais pas genre, tu crois que 82 Oh là là. Je peux vous raconter une petite histoire. Oui, voilà, faut une petite histoire, la deuxième, À le gauche, c'est deuxième la aurait dû finir premier parce qu'il y avait une consigne d'équipe. Et ça a Ah. créé une brouille pas possible chez Renault à l'époque, qui avait ces 2 pilotes-là. Ça a créé une brouille pas possible entre ces 2 pilotes. Ah, C'est-à-dire que le deuxième, vous c'est l'avez. dur. J'en sais rien, il y a Prost dedans, c'est sûr. Ouais, il y a Prost. Ouais. dedans. C'est- Ça paraît certain. Et Prost, il est 2. Ah, Prost, il est il est deux. 1, moi, je pense. Non, Prost, il est Non, 2. Prost, il est il est 2. Prost, il est 2. Ah, Prost, il est La deux. carrure Prost, il est 2. Et là, Ah ouais, je bien fais joué. le malin. D'accord. Je dirais Jabouille en premier. Faux. Monsieur.
On Et passe. à gauche, il n'y aurait pas un. Attends, mais à il y aurait pas droite, un c'est qui, Tambay dans alors l'histoire. Non, Tambay est 4ème. Sérieux Terrible. 4ème. Ah bah dis donc là, voilà, on parlait On a un de. pilote Ferrari, les gars. Ouais, bah c'est ça que je me dis. Les Attends, Français chez Ferrari, il n'y en a pas eu de Pironi. Ah, c'est pas allez-y En encore. En Non. 82, c'est pas encore Ah allez-y. non. C'est pas dit. Non. Didier Commence par un. Pironi. Pironi, ouais. Didier Pironi, Pironi. 3ème, ok. Pironi, Le premier. La fille. Si c'est pas Lafitte. Jabouille, c'est pas. Non, un pilote Renault. Voilà. Si c'est pas Jabouille, si René c'est pas Arnoux. Prost. René Ah, Arnoux. Ah oui, bien joué. Bravo, félicitations. Photo suivante. Eh bah, chers dis amis. donc, on a Ouais, calé. Ah, j'ai- très j'ai- bien. T'as vu que j'ai pas osé, j'ai fait Didier pour voir si quelqu'un allait Oui. suivre. T'aurais pu. Allez, on revient un petit peu dans les. Ah non, oui, on repart un petit peu dans l'histoire. La première victoire de Renault en Formule 1, c'était bien sûr à l'époque, lors Avec- du Grand Prix de France. On est à l'époque en 1979. Vous avez cité son nom. dans Jean-Pierre cette Jabouille. émission. Jean-Pierre Jean-Pierre Jabouille, en Jabouille. effet. Jean-Pierre Jabouille. Allez, je reviens un peu dans les. Je reviens un petit peu dans les temps modernes. Michael Schumacher. Oui, Tout bah, court. ça c'est sûr. Mais t'as vu- 2002. 2002. Non, non, il n'y a pas d'histoire d'année. Merde. C'est 2004. Ah, il se passe quelque chose d'incroyable à Manicourt. Merde, Il s'arrête 3 fois. Ouais, Éliminé. Quoi 4 fois. Parce que il 4 s'arrête fois, quatre oui. fois. Oh, ça. C'est dur. C'est pas lié à sa pénalité. C'est pas ça. Non, Alors là, il veut faire des relais plus courts d'essence pour être plus rapide en piste à ce moment-là qu'Alonso. Ouais. Comme il n'arrive pas à rattraper la Renault, en fait, il se dit qu'il va prendre du temps en fait en roulant plus vite, loin d'Alonso plutôt que derrière lui. Et du coup, il fait 4 arrêts. Et à la stratégie, il ressort devant Alonso comme ça. Ce qui est complètement dingue, c'est que moi j'y étais, mais je m'en souviens pas du tout. Coup de maestria de Ross Brown à Toi, l'époque. t'étais à Adélaïde, tu les voyais pas. Ah non, non, moi j'étais. Ouais, en plus, j'étais sur la ligne droite descente. C'est C'est ça le c'est pire. Ross Brown qui fait ça, c'est fabuleux. Question suivante, les amis. Dijon 1979. Qui Arnoux. étaient les deux belligérants Arnoux, de celle la plus belle bataille que la Gilles Formule 1 Villeneuve et René Arnoux. Arnoux. Arnoux, ouais. Villeneuve, Arnoux, ouais. Merci. Bon bah alors, t'as mis du temps. J'ai dit Arnoux. Oui, bah Villeneuve. Je sais qu'il y a des fans de Ferrari et de Schumacher. Grand Prix de France 2002. Pourquoi ce Grand Prix-là est rentré dans l'histoire de la Formule 1 5e titre de champion du monde pour Ouais, Monsieur Michael oui. Schumacher. Alors le plus tôt dans la saison de toute l'histoire de la Formule 1. Vice-champion, elle l'a papa. Kimi Raikkonen. Question difficile à présent. Le Grand Prix de France 99, vous vous en rappelez ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Grand Prix de France. C'était l'un des plus. Frenzen. Attends. C'était l'un des plus spectaculaires parce qu'il avait plu. Attends, mais c'est Et qui était le vainqueur? Et qui Oui. était le Non, vainqueur? c'est Frenzen. Non, non, tout à droite. Non, Michael c'est Douglas, mais c'est Barrichello, ça. arrête-toi. Non, tout Non, à droite. À droite, Ah, c'est peu- Michael ah oui, Douglas oui. qui avait remis Ah oui, le- effectivement. Exactement. C'est ça, la base. Exactement. Sans la C'était Bedaine. Frenzen, C'était ouais, d'accord. sur Jordan, c'est pas une, C'était sur c'est Jordan. une stratégie Est-ce que je serais pas en train de gagner le Je quiz crois que c'était parce qu'il avait plu. Il y a eu beaucoup Est-ce que je serais pas en d'abandons. train de gagner le Et quiz d'ailleurs, d'où la présence de Rubens Barrichello à l'époque. il était Exactement. Stewart. Stewart, absolument. C'est lié à une belle stratégie. L'un des plus beaux Grands Prix de France de l'ère moderne, on peut le dire. Enfin, de l'ère moderne, c'était maintenant il y a 20 ans. Oui. Qui est ce garçon qui a débuté en Formule 1 lors d'un Grand Prix de France et lors de son premier Grand Prix, il a marqué ses premiers points, 4 comme son numéro. Monsieur 89. Jean Alési. Jean Lézy, bravo. C'était au Castellet. Pierrot, vraisemblablement, a gagné Squeeze. Ah, mais j'en ai quand même une dernière yes. sur laquelle Pierre et Brice, vous pouvez vous refaire. Vous savez, j'applique la méthode Thibaut Vézirian Ross. pour, dans la classe foot. C'est-à-dire que si tu gagnes la dernière question, tu remportes ce quiz. Je c'est ça suis. C'est une sorte de qui suis-je. Je suis Ah. la photo. Voilà. Ça, ah non, celle non, d'avant. non, Celle non, d'avant, non. celle d'avant. Pardon, Oh, je excusez-moi, sais les qui amis. c'est. Bah non. Non, dis rien. Bah, du Je coup, t'as suis perdu. un Ah, je grand- dis rien, mais. Je suis un grand patron de la F1 aujourd'hui. En 72, il m'est arrivé une grande mésaventure qui a condamné ma carrière de pilote et qui a condamné surtout l'un des plus beaux circuits français, le circuit Charade en Auvergne. Ouais. Qui suis-je? Mais surtout, qui suis-je? Que m'est-il arrivé? C'est lundi Non. Tu te rappelles de ce qui m'est arrivé? Absolument, absolument. Bon alors, Pas de chance. je laisserai- Non, je non, mais laisserai non, mais arbitrer. si, si, Je si, il laisserai faut. arbitrer. Ah bon, moi je peux revoir partir de l'émission. Non, parce on que peut revoir moi- la photo. On peut revoir la photo parce que si tu regardes dans ses yeux, il va te rappeler un grand patron de la France. Ça va te rappeler quelqu'un de pas facile. Alors, ça, Mais tu vois pas ses yeux là, tu vois. Tu vois ça, que c'est la dalle. réponse, mais celle d'avant. Ah oui, Ah ouais, on voit bien ses yeux là. on voit bien ses Non, yeux. non, Pierrot, tu l'as? non. Oui. Non, 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 non. Pierrot, Attends, la photo d'après. La photo d'après. La photo d'après. La photo Dis-moi un nom. Dis un nom. Remets-moi la photo d'après, je veux Dis-moi voir un le nom. casque. Dis-moi un S'il te nom. plaît, le casque. Alors, Non, mais le casque il t'aidera pas. Si, si, si. Le casque. Regarde Remettons le casque s'il vous plaît, mesdames et Juste messieurs. 2 secondes. Non, il peut pas t'aider le casque. Les 2 secondes sont passées. Allez, hop, Helmut Marko. Et que lui est-il arrivé? Prix. Que lui est-il Eh ben, il arrivé? s'est pris un caillou dans la visière et du coup il a perdu son œil. C'est pour ça qu'aujourd'hui le docteur Marco fait aussi peur. On dirait un méchant dans James Bond. Exactement. Voilà les amis, le vainqueur du quiz, c'est Pierrot. Mais les mauvaises langues diront
que parce que Hamza n'était pas là. Ah oui, non mais pardon. Tu as gagné ce quiz parce que tu n'étais pas là. C'est quoi cette émission? Merci, N'importe merci, quoi. les Barre-toi. amis. Merci les amis, merci Pierre surtout d'avoir été avec nous. Merci à toi. Je te dirais de Bon revenir. week-end hein, de bon. Grand Prix. Merci et puis à très vite. À Merci très de vite. m'avoir invité en tout cas. Bien évidemment, je crois que tu reviendras Merci d'ailleurs beaucoup. pour débriefer ce Grand Prix avec nous. On parlera un petit peu plus de sportifs. C'était la fin des pistolets, l'émission plébiscitée par Laurence Stroll et son fils Lance, forcément, pour ce bel hommage. Merci à la First Team Sport. La First Team Sport, cette magnifique chaîne qui héberge cette très belle émission. N'oubliez pas de cliquer bien sûr sur j'aime pour encourager toute cette belle équipe. Bonne journée à tous, bon week-end, surtout de Grand Prix, les amis. Et à la semaine prochaine pour débriefer ce Grand Prix. Ciao, ciao. Ciao. Salut.